À la une de l'actualité, l'ouverture de la conférence internationale sur l'émergence. C'est la deuxième édition. Le président Alassane Ouattara et ses homologues africains vont évaluer les plans d'émergence en Afrique. On ira à Bokanda où le lycée est à la recherche d'un nouveau souffle. Le lycée se meurt. Élèves, enseignants et personnel administratif demandent sa réhabilitation. Hors de nos frontières, le nord-est de l'Australie balayé par le cyclone Debby, tempête accompagnée de rafales, près de 5000 personnes évacuées. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h décalé. La conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique a enregistré ce matin l'arrivée de la présidente du Libéria, Ellen Johnson Sirleaf, présidente en exercice de la CEDEAO. Elle a été accueillie à l'aéroport par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, qui a également accueilli le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Hier, lundi, l'arrivée du président sénégalais aussi, Macky Sall, à Abidjan. Il faut dire que depuis dimanche, Abidjan est donc la capitale africaine de l'émergence. Dimanche et hier lundi, il y a eu la 5e édition du Forum sur les marchés émergents. Place aujourd'hui à la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique qui s'achève jeudi. Une rencontre de haut niveau qui enregistre donc la participation de plusieurs chefs d'État africains. Ils vont réfléchir sur l'émergence du continent africain. Conférence ouverte officiellement ce matin par le président ivoirien Alassane Ouattara. Vous aurez le journal de l'émergence avec Alvor Assa depuis le Sofitel Hôtel Ivoire au cours de cette édition. En attendant, disons que hier lundi, le chef de l'État a reçu l'ancien président de la Commission européenne. Les échanges ont porté sur les préparatifs d'un nouvel accord post-Cotonou. L'accord de Cotonou arrivera à son terme en 2020. Viviane Aïmen pour plus de détails. Reçu ce lundi par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais présidentiel, le député européen Louis Michel dit placer cette visite dans le cadre de la préparation du nouvel accord de coopération entre l'Afrique et l'Union européenne, qui remplacera l'accord de Cotonou signé en 2000 entre les deux entités pour définir les domaines et les conditionnalités de leur coopération. L'accord de Cotonou arrive à son terme en 2020. Louis Michel a indiqué que l'échange qu'il a eu avec le chef de l'État ivoirien a permis de mettre en lumière plusieurs aspects sociaux non pris en compte dans l'accord de Cotonou encore en vigueur. Vous savez qu'en 2020, l'accord vient à son terme, qu'il faut donc réinventer, réalimenter, redéfinir un nouvel accord. Le président de Côte d'Ivoire m'a rendu attentif à toute une série d'éléments, notamment le rôle absolument essentiel d'une alliance, dans le fond, entre le secteur privé et le secteur public. Je pense qu'il a raison de prétendre, comme il le fait depuis longtemps, et il en donne la démonstration de la bonne foi et surtout de la justesse de cette analyse. Sans secteur privé dynamique, il n'y a pas de prospérité, et sans prospérité, il y a beaucoup de difficultés à mener des politiques sociales. Il m'a aussi vraiment convaincu sur la volonté et surtout sur l'efficacité de l'amélioration justement du climat social. Je crois que quand je vois par exemple les pourcentages du budget qui sont consacrés à l'éducation et à la santé, c'est très important. Quand je vois aussi l'augmentation du SMIC en très peu de temps, ce sont des éléments probants que malheureusement on ne rencontre que dans peu de pays aujourd'hui. Même dans nos pays, on a certaines difficultés à créer ces augmentations-là. Donc, il m'a rendu attentif, par exemple, aussi à la question des visas pour les jeunes qui veulent aller étudier en Europe. Il y a des éléments à vraiment mettre en œuvre. Et aussi, l'Europe doit aussi faire preuve d'une plus grande compréhension à l'égard de la migration, dont on fait un sujet obsessionnel. Mais l'Europe doit aussi, bien entendu, faire la part du travail qui lui incombe. Et donc, tous ces sujets-là ont été abordés. Et puis, ce qui m'a surtout paru le plus intéressant, c'est qu'il a décidé de nous faire parvenir une sorte de mémorandum
préparatoire à ces négociations sur le post-Cotonou. Et donc, je l'ai retrouvé égal à lui-même, évidemment compétent, avec une autorité morale indiscutable et avec surtout, ça c'est très important, une vision pour l'avenir de son pays, pour l'avenir de son peuple. Donc, moi je suis très fier, évidemment, d'être parmi ceux qui ont fait très rapidement et il y a très longtemps confiance au président Ouattara. Avant l'audience que lui a accordée le président de la République, le député européen Louis Michel avait rendu une visite au vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan. La deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique, organisée par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, s'ouvre ce mardi 28 mars ici à Abidjan. C'est donc à juste titre que l'administrateur du PNUD, Hélène Clark, présente à Abidjan pour l'événement, a rendu une visite au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel. Elle a une nouvelle fois félicité le chef de l'État ivoirien pour le bel exemple de réussite post-crise qu'offre l'économie ivoirienne. M. Ouattara et la croissance économique de la Côte d'Ivoire de ces dernières années sont une inspiration pour nous tous, notamment pour les pays qui sortent de crise et de traumatisme. Alors cette conférence sur l'émergence de l'Afrique est une opportunité pour voir quels sont les moteurs qui poussent la transformation des pays et qui se reposent notamment sur la paix, la stabilité, et nous cherchons également à cette occasion les moyens de redonner confiance afin que les investissements reviennent dans ce pays. Avec un taux de croissance de près de 8% en 2016, soit 6 ans seulement après la longue période de crise sociopolitique qu'elle a connue, c'est donc à juste titre que la Côte d'Ivoire peut être considérée comme un modèle. Et l'actualité justement en Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est la conférence internationale sur l'émergence qui s'est ouverte aujourd'hui. 3 chefs d'État africains participent à cette rencontre de haut niveau qui a pour thème général la mise en œuvre des plans d'émergence. Nous vous proposons maintenant, comme annoncé, le journal de l'émergence avec Alvorassa depuis le Sofitel Hôtel Ivoire. Bonjour Delphine, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes en direct de Sofitel Hôtel Ivoire pour la première journée de la 2e édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique. Elle s'est ouverte ce mardi matin ici à Abidjan autour du thème central, la mise en œuvre des plans d'émergence en Afrique en présence des présidents Macky Sall du Sénégal, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Alpha Condé de la Guinée et du président ivoirien Alassane Ouattara. Tous sont intervenus sur les capacités du continent africain à aller à l'émergence les années à venir. Alors pendant 3 jours, plusieurs thématiques, notamment la gouvernance des institutions publiques et la transformation structurelle inclusive et durable, seront débattues en panel de haut niveau, en session parallèle et en plénière. Alors nous allons revenir sur la clôture du Forum des marchés émergents et c'était hier et c'est avec notre reporter Noël Niagno. Imaginez l'Afrique dans 40 ans. L'exercice 2017 du Forum des marchés émergents sur l'Afrique a clos ses portes. Économistes de renom, décideurs politiques, acteurs des secteurs publics, privés et de la société civile d'Afrique et d'ailleurs ont examiné tous les compartiments et les obstacles à surmonter pour réussir le processus du développement socio-économique de l'Afrique dans 4 décennies. Qu'ont-ils retenu? Laissons Kabaniale, ministre du Plan et du Développement, le soin de rendre audibles leurs conclusions au nom du Premier ministre. Le tableau est peint. Le reste de l'exercice est dans le suivi pour qu'à chaque étape, les avancées soient saluées et les correctifs apportés avec la rigueur nécessaire. Nous recevons pour cette journée M. Abdou Souley Diop. Il est le président de la commission coopération sud-sud au patronat marocain. M. Diop, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la première édition était en 2015 où les bases ont été jetées. Nous sommes à la 2e édition. Alors est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a eu des avancées?
Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'avancées. En tout cas, merci de m'avoir invité pour parler de ça. Il y a eu plusieurs avancées. D'abord, 2015 a permis de poser les bases du débat pour être certain que tous les pays africains ont besoin de se mettre dans l'arrimage de l'émergence. Ensuite, deuxième élément important de 2015, ça a permis aussi de partager de manière collective pour se dire qu'ensemble, c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Ce n'est pas tout seul. Donc ça, c'est un acquis essentiel. Et troisième élément non négligeable et qui nous réunit aujourd'hui ici, c'est cette dynamique de suivi qui a été mise en place par la conférence de 2015 avec notamment l'instauration d'un secrétariat exécutif qui va permettre aussi de partager les best practices. Donc, effectivement, 2015 a posé les bases. Aujourd'hui, les disruptions qui existent sur la croissance africaine ont encore confirmé qu'il était nécessaire de faire cette conférence de 2015 et de venir aujourd'hui en 2017 pour aller au-delà. Justement, 2017 vise à approfondir le débat. Alors, est-ce que ces réflexions, pardon, je te dis, quelle est justement la place de ces réflexions dans le processus d'émergence des pays africains? Je pense que la réflexion est essentielle parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, qui a été pendant longtemps un continent que tout le monde choyait, en tout cas ces 10 dernières années, avec des croissances mirobolantes, a connu une décrue de croissance. Donc il est important dans ce contexte de se reposer les questions, de repenser le modèle africain, de partager les best practices, parce qu'il faut le dire, c'est vrai que globalement on dit que la croissance subsaharienne est à autour de 2%, mais quand on a des pays comme la Côte d'Ivoire qui font plus de 9%, quand on a des pays comme le Sénégal qui frôlent les 7%, c'est qu'il y a des choses intéressantes qui se passent et qu'il faut partager. Donc le débat est aussi important pour pouvoir partager, pour pouvoir prendre conscience des problématiques, partager les best practices et voir comment se font les choses dans certains pays et comment les partager pour pouvoir avancer et surtout pour pouvoir transformer, qui est un élément essentiel et qui est un sujet clé cette année. Monsieur Diop, vous l'avez dit à l'instant, l'on veut inventer un nouveau modèle de développement pour le continent africain. La place des TIC, justement. Aujourd'hui, le continent africain a compris que le modèle de développement qui était basé exclusivement sur les matières, l'exploitation des matières, n'est plus valable. Aujourd'hui, il faut qu'on ait une transformation qui permette une transformation inclusive. Et on a aussi compris que l'Afrique, qui a raté un certain nombre de révolutions, notamment la révolution industrielle, n'est pas en train de rater la révolution numérique. Donc sur les technologies de l'information, aujourd'hui, l'Afrique est réellement en quasi-phase et en train de rattraper la fracture numérique. Donc c'est un levier important sur lesquels on peut construire parce que ça permet d'être innovant, ça permet aussi d'être plus inclusif, de permettre, on a vu la bancarisation en Afrique dans beaucoup de pays s'est faite à travers les technologies de l'information, ce qui crée de l'inclusion financière. On a aussi vu que l'innovation en Afrique, à travers les technologies de l'information, a permis de créer des intrapreneurs et des entrepreneurs innovants et utiles, qui créent de l'emploi. Donc la technologie de l'information est aussi un élément crucial dans le développement de l'Afrique. Si on veut une transformation de cette croissance en croissance inclusive, il faut aussi utiliser sur le levier de la technologie de l'information, qui aujourd'hui est un levier intéressant pour le continent. Très bien, M. Diop. Alors, une chose est de prendre des décisions. Une autre chose est de les appliquer. Vous savez que les pouvoirs passent. Le mandat dans les pays démocratiques aujourd'hui, c'est 5 ans, renouvelable certainement une seule fois. Mais après, le pays, lui, demeure. Quand on prend des décisions, on doit pouvoir les appliquer pour les générations à venir et ne pas les laisser dans les tiroirs. Exactement, c'est-à-dire que l'implémentation est un élément clé, c'est le cœur du thème de cette année. Et quand on dit gouvernance publique, c'est aussi les plans d'émergence ne se feront pas tout seuls. Il y a une gouvernance publique importante pour justement apporter cette transformation inclusive. Et on a tendance à dire que le temps du développement est en décalage avec le temps politique. Parce que le temps du développement est un temps de développement à long terme, alors que le temps politique est un temps à court terme. Mais aujourd'hui, on a la chance dans certains pays d'avoir des chefs d'État qui comprennent que même s'ils sont là pour un court terme, ils doivent construire pour le long terme. Bien sûr, il y a des besoins urgents parce que nous sommes dans des environnements policiers, donc il y a des programmes d'urgence qui sont mis en place pour répondre à la demande immédiate. Mais il est important qu'on construise dans la durée. Et surtout que lorsqu'un chef d'État prend le pouvoir et se met dans une dynamique de long terme, que celui qui le remplace, la transition se fasse
d'abord dans la douceur et ensuite dans une continuité, dans l'intérêt du développement du pays. Parce que, on le rappelle, le développement ne se fait pas en 5 ans. Aujourd'hui, on parle de plans de 2030, 2035, 2020. C'est des développements à long terme. Donc il est important qu'on ait cette stabilité et cette continuité. Et je pense que certains pays l'ont compris et ça se passe bien. D'autres ne l'ont pas encore compris. Ça fait perdre un peu de temps. Mais j'espère que, en tout cas globalement sur le continent, les choses bougent et évoluent dans le bon sens. Et justement, il faut la démocratie. Oui, la démocratie est un élément essentiel. C'est, à un moment ou à un autre, il faut que la volonté populaire puisse s'exprimer. Et ne l'oublions pas, toute cette croissance inclusive qu'on veut implémenter, tous ces plans de développement, ces plans d'émergence, derrière il y a le peuple, il y a le développement humain. Et ce peuple, il a besoin de s'exprimer, il a besoin de démocratie, il a besoin de choisir ses gouvernants, il a besoin de choisir les plans dans lesquels il se voit demain. Donc la démocratie est un élément aussi clé du dispositif. Alors merci. Restez avec nous, nous allons suivre cet élément. Alors nous vous le disions à l'instant, la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence de l'Afrique s'est ouverte ce mardi ici à Abidjan en présence de plusieurs présidents. On a eu le président Macky Sall du Sénégal, Ellen Johnson Sirleaf du Libéria, Alpha Condé de la Guinée et du président ivoirien Alassane Ouattara que nous allons suivre justement. Cette deuxième conférence est la phase qui doit nous permettre d'aller encore plus loin vers la mise en œuvre des recommandations de la première conférence. Et je suis heureux de voir que vous êtes si nombreux et que les discussions, je suis sûr, seront particulièrement enrichissantes. Et dernier point que je voudrais évoquer, c'est la question du partage du concept de l'émergence et de l'adhésion des populations à ce concept. Surtout pour que les populations comprennent que ce sont elles qui doivent être le moteur de l'émergence et que c'est quand les Ivoiriens sont engagés, quand les populations saisissent la nécessité, par exemple, d'avoir un pays propre, que quand le pays est propre, il y a un environnement plus sain pour chacune des personnes et que ceci permet donc d'avoir moins de dépenses en matière de santé parce que les gens sont en meilleure santé. Et s'ils sont en meilleure santé, les enfants vont plus nombreux à l'école et les gens vont plus nombreux donc également à leur travail. Et ceci donne plus d'efficacité dans les entreprises et les entreprises peut-être avec cela produisent plus et peuvent en conséquence employer plus. Vous voyez, donc tout ça est lié. Alors je le dis parce que fondamentalement les changements de mentalité doivent contribuer à faire évoluer nos pays. Je suis très heureux de la présence de ma sœur Hélène, de mes frères Alpha et Macky Sall, et je leur dis un grand merci. Et pour continuer, je voudrais dire que nous attendons beaucoup de cette conférence, parce que nous sommes convaincus que les résultats seront à la hauteur de nos attentes, au regard de la qualité des experts présents, venus de nombreux pays que j'ai cités, et aussi du continent africain et des institutions internationales. Et c'était un extrait de l'intervention du président de la République, Alassane Ouattara. Alors, justement, de ces interventions, dernière préoccupation, il y a la menace du terrorisme en Afrique. Oui, je pense qu'aujourd'hui, le terrorisme, pour le combattre, il y a un élément clé. Le terrorisme se nourrit du terreau de la misère. Donc, le développement inclusif et donc forcément le développement humain va permettre de distribuer de la richesse, de créer moins d'écart entre les populations et donc de donner un terreau moins favorable au terrorisme. Et c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, justement, le message est très fort. On a 4 chefs d'État des pays de la sous-région qui sont là présents et c'est ensemble, à travers justement cette intégration régionale, cette lutte pour des causes communes, notamment des sujets comme le terrorisme, des sujets comme l'emploi des jeunes, qu'on pourra arriver à l'émergence de l'Afrique et lutter contre les fléaux. J'ai bien aimé tout à l'heure des chefs d'État dire que ce n'est pas par les armes qu'on luttera contre le terrorisme, c'est en donnant les moyens à nos jeunes de ne pas aller vers les bras des terroristes et à rester dans nos pays. Voilà. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, M. Abdou Diop. Merci à vous. Notre invitation. Alors, après la cérémonie d'ouverture, il y a eu le panel de haut niveau sur les leçons apprises de la marche vers l'émergence, présidé par le vice-président ivoirien, Daniel Kablan-Duncan.
L'après-midi, il y aura deux plénières de 14h30 à 16h30. La plénière thématique sur la bonne gouvernance des institutions publiques de 16h45 à 18h35. La deuxième plénière thématique sur la transformation structurelle inclusive et durable. À retrouver toutes ces vidéos de la conférence de l'émergence sur l'application RTI mobile, anglais émergence. Merci de nous avoir suivis. À demain, à retrouver Delphine Blas. Merci Alvor, c'était le journal consacré à la deuxième édition de la conférence internationale sur l'émergence, 24 heures après le forum sur les marchés émergents. En clair, Abidjan est la capitale de l'émergence depuis dimanche. Ce communiqué de l'Assemblée nationale, en prélude à l'ouverture de la session ordinaire 2017, M. Soro Kibafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convie les présidents des groupes parlementaires à une importante réunion le mercredi 29 mars 2017, c'est-à-dire demain à 10 h, au palais de l'Assemblée nationale. Ce constat maintenant, le lycée moderne de Bokanda se meurt et pourtant ces 3 dernières années, le lycée a eu de très bons résultats. Élèves, enseignants et personnel administratif demandent sa réhabilitation. C'est un élément de 3 minutes 36 proposé par Eugène Atoubé. À la sortie de la ville, route de Mbayakro, le lycée moderne de Bokanda, un ensemble de bâtiments rongés par la rouille des ans. De l'extérieur autant qu'à l'intérieur, l'établissement incite à l'urgence d'y effectuer des travaux de réhabilitation. À son temps, le COGES avait 2000 francs sur les inscriptions des élèves que l'État reversait au COGES pour permettre de faire les petits travaux. De 2000, on est passé à 950. Et le peu qu'on a, on prend pour payer le petit personnel et puis on est là. Et il faut que l'État même viennent réhabiliter le lycée. Tout commence en 1978. Cette année-là, Bokanda reçoit son premier établissement d'enseignement secondaire de type CEG, entendez Collège d'enseignement général. Une solution au problème d'accueil des fils de Bokanda et des villages de la sous-préfecture, obligés d'aller au collège à Dimokro, Boaké ou Daoukro, après leur admission à l'entrée en 6e. À cette époque, fréquenter le CEG de Bokanda était une fierté, un honneur même. Aujourd'hui devenu lycée, l'ancien CEG a perdu de sa superbe et de son aura. Il y a la classe de terminale A où il y a 72 élèves. La classe de 6e 1, 86 élèves. Vous voyez qu'à Bokanda, on nous demande trop. On nous demande trop. On fait assez d'efforts. Le rendement ne peut pas être ce qu'on attend de nous. On fait des efforts. Parce qu'on a un nombre insuffisant. On a une salle des profs que moi j'appelle communément le magasin des profs. Parce qu'on n'a pas de toilette au sein de cette salle. On n'a même pas de chaise au sein de la salle. Chaque année, selon les chiffres de la direction départementale de l'éducation nationale, ce sont environ 1500 enfants admis en 6e qui sont reçus au lycée de Bokanda. Un lycée dont la population scolaire est estimée à 3777 élèves. Et pourtant, la capacité d'accueil n'a guère évolué depuis que le CEG de Bokanda est devenu lycée. L'existant même, en termes d'infrastructures, mobilier et équipement, tombe en ruine. Une exigence de réhabilitation en profondeur doublée de la nécessité de combler de nombreux manques. Au premier chef, le déficit d'enseignants. Les élèves de la terminale D, au début, ils n'avaient pas de professeur de maths. Donc, ils ont attendu plus de 2 mois avant d'avoir des professeurs de maths. Tout ça, ça joue sur leur programme. Et puis sans oublier aussi qu'il y a des professeurs aussi qui ont demandé des affectations pour quitter ici. Les parents devaient accepter de lever une cotisation pour qu'on puisse payer des vacataires. Ou bien que les cadres cotisent pour qu'on prenne des vacataires. Parce qu'on ne peut pas, quand un professeur a jusqu'à 25 heures, c'est suicidaire. Les résultats au BEPC et au baccalauréat ces 3 dernières années placent le lycée de Bokanda parmi les meilleurs en Côte d'Ivoire. Honneur aux enseignants et au personnel administratif qui en sont les principaux acteurs. Mais c'est surtout des fils, cadres et élus du département que doit venir la force et la fierté du lycée moderne de Bokanda.
Dans le domaine de la santé, cette opération don de sang en faveur des personnes qui souffrent de l'insuffisance rénale, l'opération est baptisée « Un dialysé, un donneur ». Frédéric Oulaï et Astou Touré. La prise en charge des malades souffrant d'insuffisance rénale est élevée. Elle n'est pas à la portée de tous. L'opération Un dialysé, un donneur, une opération de collecte de sang initiée par l'organisation non gouvernementale Espoir pour les malades de l'insuffisance rénale EMIR, vient de soulager ces malades en détresse. Nous avons constaté que le sang est un réel besoin qu'ils ont. Très souvent, nous entendons dire il n'y a pas de sang, je suis anémié, c'est ceci, c'est difficile. Donc on s'est dit que pour cette année 2017, pour le lancement de nos activités, il serait bien que nous commencions par un don de sang. Recueillir du sang pour leur donner de l'espoir pour qu'ils puissent vivre longtemps. Au cours de cette opération, plus d'une centaine de personnes ont donné un peu de leur sang. La campagne, nous l'avons vue sur Facebook par le biais du frère ami Gay Boris, qui est beaucoup actif pour les malades de l'insuffisance rénale. Nous avons vu que c'était une bonne cause. Venir donner son sang, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Une opération saluée par les malades. Le sang, c'est l'un des éléments très importants pour les malades d'insuffisance rénale. Et moi-même, j'ai vécu ça. Dans mes débuts, c'était très difficile. Surtout nous qui avons des groupes sanguins très rares. Tu peux être anémié et puis pour l'anémie, mourir. Alors qu'il y a des personnes bien portantes qui peuvent nous donner du sang. Créée en avril 2016, l'ONG EMIR entend mener plusieurs actions de ce type afin d'aider les malades du rein qui en ont tant besoin. Une ONG espagnole offre 8000 doses de vaccins contre la méningite. Ce sont des enfants de 6 à 14 ans de la région du Poro qui ont été vaccinés. Reportage Charles Tato. Africa Arco Iris, c'est le nom d'une ONG humanitaire espagnole. Cette ONG renforce la coopération ivoiro-espagnole dans le domaine de la santé. Elle a choisi la région du Poro pour sa 18e campagne de vaccination gratuite contre la méningite au profit des enfants de 6 à 14 ans. 8000 enfants vont être vaccinés. Coût global de l'opération, 20 millions de francs CFA. Nous savons qu'il y a des programmes nationaux de vaccination gratuite comme la polio qui est actuellement en vigueur, mais nous accompagnons l'État ivoirien à travers une vaccination gratuite sur la base des vaccins comme la méningite. Mais nous avons obtenu le financement grâce à des partenaires espagnols. Depuis dimanche, une importante délégation espagnole composée de chefs d'entreprise, de professeurs et médecins pédiatres séjourne à Korogo dans ce sens. L'ouverture de cette campagne s'est déroulée au groupe scolaire Soba de la commune de Korogo. Les autorités locales louent cette action espagnole. Elle est venue avec 8000 doses pour les injecter aux enfants de Korogo pour éviter qu'ils ne soient victimes de cette maladie qui vient toujours au moment de la sécheresse. Je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Premier magistrat de la commune de Korogo, dire merci. Merci à l'ONG Africa Arco Iris pour le geste et souhaiter que ce partenariat puisse continuer. L'ONG Africa Arco Iris est née en 2005 à l'initiative du consul honoraire de Côte d'Ivoire en Andalousie, Espagne. Elle a plusieurs missions dont le développement de la coopération décentralisée entre la Côte d'Ivoire et l'Espagne en matière de santé, d'hygiène publique et protection sociale. On s'intéresse maintenant à la première édition du prix spécial UNICEF, un prix pour la promotion du droit des enfants en Côte d'Ivoire. Parmi les journalistes qui ont été distingués, Serge Kolia, journaliste reporter à la RTI, Davis Oyo et Herman Guivé. Ils sont 3, ils sont journalistes, désignés lauréats de la première édition du prix spécial UNICEF, récompensés pour leur production touchant différentes thématiques liées aux droits des enfants. Classé 3e, Seriba, puis 2e, Herman Blewé. Serge Koléa, journaliste à la RTI, arrache la première place et décroche le super prix. Un prix instauré par le réseau des acteurs de médias pour le droit des enfants en Côte d'Ivoire, Ramedsi. Ce prix vise à récompenser le traitement des sujets enfants au niveau de la presse.
Donc, c'est-à-dire de sujets mineurs, c'est aujourd'hui des sujets, des dossiers qui permettent à plusieurs journalistes de se distinguer au niveau des prix Ebony. Et depuis quelques années, tous ceux qui ont remporté les prix Ebony ont traité plus ou moins des sujets enfants. Les lauréats apprécient l'initiative des organisateurs et s'engagent à redoubler d'efforts pour les prochaines éditions. On est fiers, on est satisfait parce que recevoir un prix, ce n'est pas tous les jours. Et un prix reconnu par les pairs, c'est encourageant et c'est en même temps un défi qu'il faut relever. On est toujours satisfait quand on a fait un travail et que des organisations comme l'UNICEF, des organisations comme le RAMED reconnaissent en vous de la valeur à partir donc du reportage que vous faites. J'entends persévérer pour être toujours le porte-voix de ces enfants qui ont envie de vivre, de s'instruire et d'être demain des cadres de ce pays. Le réseau des acteurs de médias pour les droits des enfants en Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'UNICEF, se veut un cadre de formation des journalistes de différents médias pour le traitement des sujets liés à la question du droit de l'enfant. Voilà, toutes nos félicitations à nos confrères. Félicitations à Serge Kolia, meilleur journaliste culturel et aujourd'hui honoré dans le cadre de la promotion des droits des enfants. Hors de nos frontières, le nord-est de l'Australie balayé par des pluies torrentielles et des vents violents, l'arrivée du cyclone Debby a contraint à l'évacuation d'un peu plus de 5000 personnes. Il s'agit de la plus forte tempête depuis Yazi qui avait provoqué 1,4 milliard de dollars de dégâts en 2011. Et voilà, c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure.